Bienvenue à l'épisode 235 du podcast Innovation, Agilité et Excellence. Mon nom est Éric Lheureux et en compagnie de Jean-François Nantel, nous désirons vous offrir réflexion, conseils et perspectives afin de faire face aux perturbations du marché et de développer la croissance profitable et durable de vos organisations. Votre modèle d'affaires est une carte de vos choix stratégiques. En cartographiant votre modèle d'affaires et celui de vos concurrents, vous identifiez les segments de clientèle, les critères concurrentiels privilégiés et la manière dont la valeur est créée et fournie. Les choix laissent des traces. Votre stratégie est-elle vraiment unique ou n'est-elle qu'une simple copie? Si vous servez les mêmes clients, répondez aux mêmes besoins et vendez au même prix relatif que vos concurrents, selon Michael Porter, vous n'avez pas de stratégie. La différenciation, donc, est essentielle. Il est donc pertinent de questionner notre modèle d'affaires et les choix de notre stratégie, d'évaluer d'où provient la valeur et comment on la matérialise. Ce questionnement est tout aussi important pour les concurrents. En identifiant les vecteurs de création de valeur, il est possible d'observer les signaux faibles, de stimuler l'innovation et d'augmenter la robustesse de notre avantage concurrentiel. À l'épisode d'aujourd'hui, nous abordons comment explorer ces différents choix, explorer l'opportunité de création de valeur, tout en augmentant nos capacités d'être proactifs face aux signaux faibles. Et avant de débuter, nous vous invitons à vous abonner à notre lettre hebdomadaire où nous vous proposons d'approfondir réflexions et perspectives, vous permettant de développer votre action stratégique. Suivez le lien en description et au plaisir de vous y retrouver. Maintenant, allons-y. Bonjour Jean-François. Bonjour Éric. Jean-François, challenger son modèle d'affaires, c'est ce que je te propose aujourd'hui de discuter ensemble. Notre discussion touche 3 éléments clés, 3 parties, et j'aimerais donc débuter par documenter sa stratégie, son modèle d'affaires, mais surtout ceux des concurrents. Et comme je mentionnais en intro, que si vous servez les mêmes clients, répondez aux mêmes besoins et vendez au même prix relatif que vos concurrents, bien évidemment, vous n'avez pas de stratégie. Essentiellement, tout le monde compétitionne sur les mêmes bases et, comme Roger Martin nous dit souvent, on joue pour jouer, on ne compétitionne pas pour gagner. Donc, il est question de documenter notre modèle d'affaires, mais de porter attention à des éléments clés, des éléments qu'on a souvent parlé, évidemment, dans notre podcast, à travers différentes discussions, même avec nos discussions avec nos invités. Donc, se questionner sur le segment client, les besoins, les jobs, les pains et gains, le prix relatif, la chaîne de valeur, bien évidemment, donc toutes les activités, les ressources clés et le modèle économique. Pour porter ce regard-là, bien évidemment, il y a plusieurs cadres d'analyse possibles qu'on a déjà discutés. Évidemment, la cascade stratégique de Roger Martin, il y a le Business Model Canvas de Strauss Pigneur qui est très utile. Et il y a les 10 types d'innovation, les 10 Types of Innovation de Larry Keeley, qui nous amènent à regarder nos choix stratégiques et de les modéliser un peu comme des pièces de casse-tête pour voir comment cette cohérence fit ensemble, si je peux dire, dans un mauvais français. Oui. Donc, l'important, c'est de cartographier l'ensemble des différents choix de notre stratégie, d'évaluer les similitudes et différences qu'on pourrait avoir par rapport à notre concurrence. Et pour ce faire, bien évidemment, il y a une série de questions qu'il faut se poser ou certaines étapes qu'il faut entreprendre dans notre démarche. D'abord, cartographier notre modèle d'affaires, donc identifier clairement notre segment client, quels sont les canaux, quels sont les éléments clés de notre proposition de valeur, nos activités clés, et etc. Cartographier les modèles d'affaires aussi de nos principaux concurrents. Regarder comment ça s'exprime les différents choix stratégiques qu'ils ont faits par rapport, bien évidemment, à une clientèle qui est la même. Donc, le 3e point, c'est de s'assurer d'être clair sur les segments de marché visés, mais de s'assurer que les cibles sont similaires. Et là, je veux t'arrêter parce que je veux pas que tu déroules tout ça parce que, honnêtement, la plupart des entreprises ou des très grandes entreprises ont plusieurs propositions de valeur qu'ils et elles amènent au marché. Et à l'intérieur de ça, et quand on a cette proposition de valeur-là, il peut y avoir plusieurs segments, il peut y avoir différentes façons. Et à la même,
je vais même plus loin. Dans certains cas, on peut même avoir différents modèles d'affaires pour une même proposition de valeur. Hein. Dans certains cas, on peut voir ça. C'est le cas d'Air France, par exemple, entre Transavia et Air France, hein, donc qui essayent de recréer différentes façons. L'autre chose aussi, c'est que cette cartographie-là, premièrement, pour moi, ça me semble essentiel. Tant que tu n'as pas fait ça, je pense que c'est très difficile de porter un regard critique intelligent ou intéressant sur sa stratégie. Mais aussi, ce qui est intéressant quand on cartographie, c'est regarder aussi ce modèle d'affaires-là émergent comme explicite dans un continuum temporel. Autrement dit, de quoi il avait l'air il y a 5 ans et de quoi est-ce que... c'est toujours un peu difficile de regarder en avant, mais la même chose aussi avec les concurrents. Oui, la concurrence, elle aussi, elle reste pas, elle fait pas du surplace. Tout le monde marche, tout le monde court dans une direction. Quelle est-elle? Ça, c'est une autre question, mais tout le monde marche, tout le monde court. Mais c'est intéressant de voir aussi, c'est pas juste les différences, mais quelles sont les évolutions qu'eux font. Et se questionner sur ces évolutions-là. Bien sûr. Puis on va voir tantôt comment ça nous amène à apporter un regard, justement, ouvrir la porte vers le futur. Mais avant de plonger dans ce sujet-là, on a parlé évidemment donc de cartographier notre modèle d'affaires, de cartographier ceux de la concurrence. On peut regarder en même temps comment ils ont évolué, sur quelle base et pourquoi. S'assurer évidemment qu'on compare des pommes avec des pommes, c'est-à-dire qu'on veut s'adresser à un segment qui est le même. Sinon, à quelque part, on n'est pas en concurrence. Donc, c'est le terrain de jeu, il faut bien le délimiter. Et ça nous amène par la suite à identifier les différents éléments clés de notre chaîne de valeur et du modèle économique. Bon, si on regarde le modèle d'affaires, ça va être toute la portion de gauche, les activités clés, les ressources clés, les partenaires. On peut aussi prendre un langage très Porter, très chaîne de valeur. Regarder est-ce qu'on est intégré verticalement, est-ce qu'on fait affaire avec différentes parties prenantes qu'on intègre dans une chaîne virtuelle. Bref, qu'on peut réfléchir à comment que nous, on a modélisé notre modèle d'activité et comment ceux des concurrents, quels ont été les choix qu'ils ont faits pour créer cette valeur-là. Donc, à quelque part, ça nous donne une photo complète par rapport à notre client, mais par rapport aussi à nos activités, nos ressources et les différents partenaires qui sont inclus. J'aimerais rajouter une autre couche d'information qui est souvent très utile, c'est de comparer différents éléments financiers aussi pour comparer la capacité à créer un avantage concurrentiel ou du moins à le défendre. Warren Buffett nous mentionne souvent la mesure du ROIC, le Return on Invested Capital, qui est une mesure qui est disponible dans tous les sites d'analyse financière des entreprises, qui nous permet de voir cette mesure d'avantage concurrentiel par rapport à la capacité de défendre ses marges, défendre sa position dominante dans le marché. Et l'autre élément, ça nous amène à quoi? Ben, c'est de regarder aussi la marge brute, qui peut être également un indicateur intéressant pour voir comment l'entreprise vend ses produits ou services à un prix premium par rapport à ses coûts et souvent plus élevé que ses concurrents. Et donc, ça lui permet d'avoir une position dominante. Comment qu'elle permet de conserver cette position-là? Une autre mesure qui nous permet si on peut dire, d'identifier qu'il existe un avantage concurrentiel qui vient supporter les différents choix stratégiques qu'on a mappés ou qu'on a documentés. Donc, à la lumière de tout ça, ça va nous amener différentes questions. Ça va surtout nous demander d'observer quelles sont les observations clés ou quelles sont les différences qui se matérialisent dans ces observations-là. Exemple, si je prends par exemple, on a déjà parlé d'Intel par rapport à TSMC, par rapport à la chaîne de production des par processeurs. Rapport à AMD, oui, exact. Voilà. Donc, de voir comment ils sont intégrés verticalement ou pas verticalement, et comment ces choix-là se matérialisent dans plus de flexibilité, capacité d'aller capturer des marchés additionnels, etc. Ça nous donne une photo. Cette photo-là parle. Donc, les choix laissent des traces. C'est ce qui est intéressant. Et de voir aussi en même temps comment évoluent, et ça c'est le point que tu as mentionné tantôt, comment évoluent les choix stratégiques de nos concurrents. Comment qu'ils ont été appelés à évoluer, quelle flexibilité qu'ils possèdent dans leur modèle d'affaires pour être en mesure de réagir peut-être plus rapidement que d'autres par rapport à leurs décisions potentielles ou par rapport à des événements perturbateurs du marché. Et ça aussi, qu'est-ce que ça nous amène comme observation? On a parlé à plusieurs reprises dans les dernières semaines d'observation des signaux faibles. Ça nous amène à voir peut-être qu'il y a des décisions qui se prennent, il y a des investissements qui se font, il y a des choix qui étaient peut-être
inaudibles, mais qui sont importants à observer parce que c'est peut-être précurseur de d'autres événements plus importants à venir. Donc, on voit que la notion de changement, la notion de choix, elle n'est pas fixe dans le temps. Elle peut évoluer et ça peut nous amener à remettre en question ou du moins à observer certains éléments qui pourraient nous amener à être à risque. Donc, évidemment, ça nous amène à être plus proactifs. L'ensemble de ces observations-là, bien évidemment, c'est riche d'apprentissage, donc. C'est quoi les risques éventuels? Quels sont les signaux faibles? Mais surtout, ce qui est très intéressant, c'est quoi les différentes opportunités d'innovation? Encore une fois, pas pour copier notre concurrence, mais surtout pour comprendre les choix qu'ils font et voir comment on peut renforcer de notre côté une différenciation. Et on va en parler tantôt, comment on peut le faire, mais ça nous amène, ça ouvre la porte à l'ensemble de ces questions-là et c'est fort intéressant de faire cet exercice-là. Oui, et surtout dans un monde qui est dans un monde global, autrement dit, où maintenant la concurrence vient d'un peu partout. Et cette question-là de compréhension des lieux de création de valeur, où est-ce que ça se passe et comment est-ce qu'on se rajuste par rapport à ça. Et ce jeu de balancier, c'est 2 dimensions, mais je pense que en réalité, c'est un pendule qui se promène dans plusieurs dimensions. Donc, comprendre où est-ce que je dois accélérer l'investissement ou, au contraire, réduire l'investissement en fonction, comme tu dis, de ces signaux faibles-là, des habitudes de notre marché. Mm-hmm. N'oublions pas une dernière chose aussi, ton marché, il vieillit. Donc, c'est toujours intéressant. Je pense à nos parents qui buvaient tel type de bière, puis maintenant, nous qui buvons quelque chose d'autre, et nos enfants qui boivent encore autre chose. Et donc, ces questions-là, pendant cette phase d'opération ou d'exploitation d'un avantage concurrentiel qui soit lié à une question de modèle d'affaires ou qui soit lié à une image de marque, parce qu'on a réussi à créer une image de marque, bien, c'est intéressant de voir aussi comment est-ce que les entreprises X, Y et Z, elles réussissent à rester, entre guillemets, une marque de jeunes ou à réussir à se positionner à différents endroits. Mm-hmm. Bon, il y a tout un ensemble d'éléments qui se trouvent là-dedans. Pour ça, bien entendu, cette stratégie de croissance externe, autrement dit, laisse les uns et les autres investir, même si, moi, je trouve plus intéressant d'aller prendre des petites participations et donner un coup de pouce à certaines marques ou à certaines propositions de valeur plus que d'autres, et puis voir qu'est-ce qui se passe. Donc, se comporter à la fois comme un créateur d'avantages concurrentiels et un investisseur dans d'autres avantages concurrentiels ou d'autres propositions de valeur qui sont sur le marché. Donc, je pense que c'est intéressant de regarder l'entreprise de cette façon-là aussi. Évidemment, notre premier élément qu'on a regardé, c'est notre propre modèle d'affaires, comment que tous ces choix-là s'articulent, comment ils s'articulent par rapport à la concurrence. Deuxième point de vue que j'aime explorer, mapper notre valeur qui est créée. Donc, on a comparé les modèles. Ici, comparons comment on crée cette valeur-là. Donc, on fort de façon un peu plus spécifique sur le client, sur les jobs, les pains et les gains, et de voir comment que nous, on crée cette valeur-là et comment les choix de notre compétition font en sorte de se démarquer sur ces critères-là. Donc, identifier les modèles d'affaires, oui, c'est une photographie des choix de la stratégie, mais qu'en est-il de la valeur créée et perçue par les clients? Donc, c'est là que le value map, on en a parlé encore une fois souvent, tire sa force. Comment comparer les vecteurs de valeur qui sont désirés par les clients et qui sont offerts par, évidemment, votre entreprise, mais celle de vos concurrents aussi. Et c'est toute la question que nous propose le Blue Ocean Strategy, notamment dans les différentes analyses et dans le modèle qui est proposé par leur approche. Moi, sur quoi je veux attirer votre attention, c'est d'abord d'observer quels sont les éléments de valeur qui sont désirés par le segment client qu'on veut desservir ou qu'on dessert. Quels sont les éléments de valeur qui sont offerts par notre entreprise, parce qu'évidemment, on ne satisfait pas l'ensemble des job pains et gains. Quels sont les éléments de valeur offerts par les concurrents? Quels sont les choix qu'ils ont faits et comment ça se matérialise dans leur modèle d'affaires? Et à la lumière de ce qu'on observe, quelles sont les différentes opportunités de valeur à capturer? Évidemment, ici, on regarde celle de notre clientèle actuelle, mais évidemment, dans cette réflexion-là, on pousse un peu plus, puis on peut aussi observer ceux qu'on ne dessert pas. Donc, ça amène un ensemble de discussions sur où est-ce qu'on peut gagner, c'est quoi le carré de sable, comment on peut jouer avec la taille de ce carré de sable-là. Ces différents éléments découlent, évidemment, des observations qu'on a faites en partie 1, dans notre première étape, mais mapper la valeur, ça nécessite surtout
une compréhension intime des jobs, des pains et gains de nos clients ou de vos clients. Et souvent, ce que j'ai pu observer en travaillant en faisant cet exercice-là avec plusieurs clients, bien évidemment, connaître intimement ces clients-là, bien, c'est la première étape d'intervention. Et je m'explique. S'assurer que notre lecture de ces besoins-là soit juste et vraiment une lecture de première main, c'est-à-dire une lecture de la réalité et non une interprétation, c'est souvent le premier enjeu qu'on observe. On met 10 personnes autour d'une table, 30 personnes autour d'une table, on risque d'avoir 10 lectures différentes de notre client ou de notre clientèle, ou même jusqu'à 30 visions légèrement différentes. Et ben, ça reflète à ce moment-là, ça ouvre la porte à tous les dangers des biais, des lectures qui sont déphasées par rapport à la réalité du marché. Et ce que ça demande souvent, c'est de retourner, capturer une lecture, de faire des entrevues clients, d'aller forer un peu plus des feedbacks pour être en mesure d'avoir une vision la plus juste, pour être en mesure, par la suite, de bien comparer comment on dessert cette valeur-là, la valeur à créer, la valeur désirée, et comment les concurrents ou les offres concurrentielles dans le marché, elles, se positionnent pour servir des mêmes besoins des clients. Donc, c'est un sujet qui est quand même vaste. Ça semble simple de dire, on fait simplement mapper la valeur créée. Il y a beaucoup de sous-questions qui sont sous-jacentes, mais ces questions-là sont hyper pertinentes et surtout critiques pour avoir une bonne compréhension de création d'avantages concurrentiels et de s'assurer que nos choix de la stratégie soient les plus justes et cohérents. Et quand on regarde ça, il y a deux choses qui me viennent à l'esprit. Moi, la première chose qui m'a marqué, c'est le décès de Jane Goodall, qui a passé toute sa vie à observer des primates dans leur milieu naturel, en essayant de les déranger le moins possible et en observant. Alors, après ça, elle, c'est sa méthode scientifique, d'observation, formulation d'hypothèses, etc., etc. Je trouve personnellement qu'il y a peu de mes clients qui le font très bien. À différents niveaux. Mais il y a peu de clients qui observent bien le comportement de leurs consommateurs. Donc, c'est pratique de vouloir numériser l'expérience client. Pourquoi? Pour pouvoir justement automatiser et aller trier toutes ces données générées par les différents clics qu'on fait en ligne, par exemple. Mais aussi, il y a d'autres moments où est-ce que le client prend des décisions. Et ça, c'est plus difficile à les capter. Et c'est pas toujours simple. Ensuite, bien le faire, c'est un outil puissant pour aussi convaincre sa chaîne ou la structure décisionnaire de l'organisation d'investir ici plutôt que là. Même si, encore des fois, comme tu parlais de biais, non, le client, non, c'est moi qui ai raison, c'est pas le client qui a raison. Oui, le client a raison. Et j'étais confronté à ça justement, là, il y a pas très longtemps, d'organisations qui doivent avoir recours à leurs clients pour faire évoluer certains éléments de leur proposition de valeur et maintenir... je pense continuer à développer, pas maintenir un avantage concurrentiel, je pense que l'avantage est assez solide, mais continuer à le développer parce qu'il est constamment attaqué, comme tu le sais, sauf quand tu es numéro 1, tu veux défendre du numéro 2 et quand tu es numéro 2, tu veux devenir numéro 1. Donc, le fait d'être attaqué, c'est pas une mauvaise chose, mais en même temps, il faut comprendre aussi où le client s'en va, où ces segments-là s'en vont, et pas se faire attraper par quelque chose qui est complètement différent. Donc, cette question-là d'observation, c'est fondamental. Après ça, bien oui, la réaction des uns et des autres face au numérique. Après ça, oui, la polarisation de nos sociétés, qui est quelque chose qui est particulièrement intéressant à voir aujourd'hui, intéressant, peut-être même des fois un peu épeurant, mais ça aussi, c'est source d'opportunités en quelque part. C'est des menaces, bien sûr, mais c'est aussi source d'opportunités. Donc, on s'est posé des questions sur notre modèle d'affaires, on a foré notre compréhension de notre client, de la valeur qui est à créer, comment on positionne notre valeur que nous créons et comment les compétiteurs, eux, se positionnent. Et ces photos-là, mais nous ouvrent la porte, si je peux dire, à la troisième étape, identifier les vecteurs de transformation. Et c'est là que je peux dire que, en bon québécois, le fun commence. Et ce que je veux dire, c'est qu'à la revue des modèles d'affaires, de la cartographie, mais il est possible de mesurer
dans quelle mesure les offres, les prix, les activités sont similaires ou différents pour un segment donné. Et c'est l'évaluation qui ouvre la porte à de multiples possibilités. Et c'est là que je dis que le fun commence, parce que ça nous permet de repenser la valeur et les différents choix que nous avons faits et quels sont les choix possibles, quels sont les choix différents qu'on peut faire pour valoriser ou renforcer notre positionnement et créer notre valeur de façon encore plus appuyée. C'est le moment donc d'explorer les différentes possibilités. Roger Martin nous dit souvent que sa question clé, sa question la plus importante en stratégie, c'est comment pourrions-nous, how might we, pour explorer différents scénarios. Et moi, ce que je dis souvent à mes clients quand on fait l'exercice, c'est d'être créatif, d'élaborer un minimum de 3 options stratégiques. Pas une, pas 2 options, pousser la réflexion, créer au minimum une 3e. Et souvent, on a plusieurs équipes, donc on peut en avoir 4, on peut en avoir 5. L'idée, c'est que souvent, les bijoux vont venir d'un amalgame de solutions, la 2 et la 3, en opposition à la 4. Pas seulement une réflexion binaire. J'ai le scénario A, j'ai le scénario qui est en opposition, qui est le scénario B. Voici mes 2 seules options. Il faut être créatif, il faut explorer. Ça amène des discussions qui sont souvent fascinantes et souvent des moments je ne veux pas dire d'eureka, mais des moments où est-ce qu'on peut voir finalement des nouvelles options émerger qu'on n'avait pas nécessairement pensées, mais qui sont l'amalgame des différentes options qu'on aurait mis sur la table. Donc, une fois qu'on a fait ça dans notre démarche, et là, je ne veux pas aujourd'hui faire toute la démarche qui s'apparente beaucoup à du design thinking, mais ce que je veux quand même vous laisser, quand même quelques pistes, si je peux dire, qu'il faut identifier les différentes conditions de succès de ces options-là, parce qu'évidemment, certaines sont plus faciles, d'autres sont plus difficiles, et plus particulièrement, regarder quelles sont les différentes barrières à leur réalisation. Donc, les éléments pour lesquels on a le plus de certitude, le moins de certitude, notre degré de confort par rapport à notre capacité de mise en œuvre. Donc, il faut développer différents tests éventuellement pour accroître notre niveau de confiance et dérisquer les différents choix. Donc, c'est là que rentre la notion de fun, c'est la notion de tester, la notion de parler d'hypothèse tantôt avec c'était Jane Goodall. Mais évidemment, c'est une approche scientifique ici, à quelque part, qui joue aussi sa magie. Ça nous permet de mieux cadrer les différents choix, voir les différentes possibilités, celles qui sont plus gagnantes. Et ça nous amène à penser en termes globaux pour pouvoir créer une différenciation. Et comme le mentionne Larry Kelley dans 10 Types of Innovation, ça nous permet aussi de réfléchir en termes de complexifier les différentes sources d'innovation par l'utilisation de différents éléments du modèle d'affaires. Donc, je reviens à notre première thématique du début, qu'une innovation, c'est au-delà du produit, c'est des éléments, nos choix stratégiques, les choix de notre modèle d'affaires qui font en sorte qu'on amène au marché une offre différenciée, plus difficilement copiable et qui nous permet à ce moment-là de créer une valeur et qui permet vraiment d'avoir des choix stratégiques. Ultimement, un modèle d'affaires plus difficilement copiable et une capacité de gagner, de se démarquer plus manifeste. Oui. Et encore, je prends moi j'aime toujours l'exemple de Dell. Dell qui avait vraiment un modèle d'affaires assez unique à l'époque, avant qu'on appelle ça des modèles d'affaires, extrêmement fortement différencié et extraordinairement efficace ou efficient. Enfin, peut-être les deux. Le site Dell était un modèle de UX à l'époque. L'autre chose quand je t'entends, c'est cette question-là d'observation et de partage aussi. Comment est-ce qu'on va ajouter tous ces éléments-là et s'assurer que l'information soit disponible, bien entendu, pour les acteurs clés. Ça, je pense que tout le monde sait faire. Même si on souffre tous d'infobésité, on a tous beaucoup trop d'informations, ce qu'on peut digérer dans une journée. Mais j'entends ça, et quand je t'écoute, je dis, oui, notre bon vieux système d'information marketing est peut-être un peu désuet. Il faut en mettre une version tactique, une version stratégique. Il faut aller creuser un peu ces questions-là. Mais cette question finalement de partage et de partager l'information et comment est-ce qu'on pourrait même gamifier ce partage d'information-là.
Parce que cette gamification-là, je pense que tout le système du jeu vidéo commence à revu son modèle d'affaires pour justement extraire un petit peu plus de revenus des joueurs. C'est un peu la même chose. Je pense qu'à l'interne, on peut récompenser ceux et celles qui partagent bien et qui partagent le mieux des informations à forte valeur ajoutée au sein de l'organisation. Dernière chose, je veux revenir à ta question dont tu nous as parlé tout à l'heure, la cascade stratégique de Roger Martin. Et il y a quelqu'un qui m'a parlé de quelque chose récemment, et je veux te le soumettre. Est-ce qu'il y aura une question de where to play, how to win, et puis il n'y a pas une question de when to win ou when to play? Est-ce que cette question de timing, parce que j'entends beaucoup encore de ces obsessions sur le time to market. Est-ce que c'est l'élément central pour une stratégie de bâtir un avantage compétitif durable, être le premier au marché, encore aujourd'hui ou beaucoup moins qu'avant? Cette question-là, when to win, est-ce qu'il faut l'ajouter ou when to play ou when to win dans ton mix de cascade stratégique d'après toi? Est-ce que c'est une bonne question à poser à Roger Martin? Je vais répondre de cette façon. Et évidemment, je pense que juste cette question-là, on pourrait faire 45 minutes, 30 à 45 minutes juste sur ce sujet-là. Ouais. Première réaction à chaud, je te dirais, ce que je trouve intéressant, c'est que le when to play peut être une variable fascinante sur 2 points de vue. D'abord, en termes de bâtir ses critical capabilities, donc ses compétences distinctives, ses activités clés. Il y a un timing là-dessus qui peut être intéressant, mais il y a un timing qui je pense qu'il peut être nécessaire par rapport au temps de développer ces capacités-là. Et là, le deuxième point, à quoi ça m'amène, prenons Apple et l'intelligence artificielle. Apple est sérieusement en retard selon toutes les métriques, selon toutes les mesures qui sont disponibles sur le marché. Ils nous ont promis mer et monde avec l'iPhone 16. Ils nous disaient Apple Intelligence, c'est dans l'appareil, machin. Et aujourd'hui, quand ils ont annoncé l'iPhone 17, on n'en parle plus. Ils accusent un sérieux retard. Et on avait déjà parlé le risque, le signal faible de ça, je pense il y a 2 ans dans un des épisodes. Et la réaction à quoi ça me fait penser, c'est que, clairement, Apple a toujours été un joueur du when to play. On l'a vu par rapport à leurs avancées technologiques. Ils attendent qu'il y ait une traction dans le marché qui soit suffisante pour aborder un nouveau produit qui combine différentes fonctionnalités et qui gomme les frustrations qui sont rencontrées par les solutions qui sont déjà présentes dans le marché. Présentement, du côté de l'intelligence artificielle, le cycle est tellement rapide, ça évolue de semaine en semaine. On n'est pas dans une situation où est-ce qu'on est en train de gommer quoi que ce soit. On est en train de découvrir à chaque semaine. Ouais, mais je pense qu'il n'y a pas de killer app non plus du côté IA non plus pour l'instant. Mais le point que je veux amener dans la réponse à ta question, Apple aussi suit le même playbook d'attendre et de bâtir les capacités de pouvoir répondre avec une offre nettement supérieure à la concurrence. Mais présentement, ce playbook-là ne fonctionne pas du côté de l'IA et démontre dans le marché que ça engendre un risque significatif. Donc, le when to play, je trouve cette question-là extrêmement intéressante et je pense que ça amène une myriade de réflexions à savoir sur quel enjeu on veut prendre la notion de when to play par rapport aux clients, par rapport à nos capacités de chaîne de valeur. Ça joue sur différents axes et il faut le considérer de cette façon-là, je crois. Première réflexion à chaud. Là. C'est comme ça que j'aborde. Non, mais ça m'a toujours intrigué, ces questions-là. Au-delà de bien entendu, et puis comme tu dis, 10 types of innovation, il y en a 10, donc lisez les 10, pas juste une. C'est pas juste celle de l'offre. Il y a des choses du côté gauche, comme tu dis, du modèle d'affaires, et du côté droit aussi, dans l'expérience client. Il y a moyen d'innover fortement sans nécessairement repenser ton ketchup Heinz. Il y a des choses à faire, même si Heinz et Kraft sont en train de fusionner. Visiblement, eux autres pensent que c'est une bonne idée. Affaire à suivre. L'exercice que nous avons présenté aujourd'hui permet d'évaluer nos différents choix stratégiques en portant attention
à la valeur pour les clients et la différenciation par rapport à nos concurrents. En réalisant cet exercice fréquemment, cela vous permet d'évaluer les premiers signaux de changement de la part de vos clients, de vos concurrents et même des non-consommateurs. Donc, il y a 2 questions clés pour vous. La première, qui est responsable de ces activités dans votre organisation? Et la deuxième, comment se discutent ces observations au sein de votre comité de direction? Excellente question. Répondez-y. Vous aurez des pistes très intéressantes à explorer. Nous espérons que cet épisode vous a plu et nous vous invitons à nous visiter au www.inteliaconsulting.com/épisode 235 pour consulter les notes et les références de l'épisode. D'ici notre prochaine rencontre, nous vous souhaitons une excellente semaine. À très bientôt, Jean-François. À bientôt, Éric. Bye. Allez, au revoir.